Salut les gars, aujourd'hui la Serpent SRX8, c'est ça. Et elle est déjà montée. T'as pas fait le montage du kit? Bah j'ai pas besoin de faire le montage du kit, il y en a assez qui l'ont fait. Donc, et si j'avais accessoirement acheté le kit, j'aurais dépensé 700 €. C'est ce que ça vaut. Entre 680 et 720 € existe en anthrax long et en anthrax court. Ça, c'est la courte, 325 à 330 mm. La longue, 360 à 370. À peu près, tu peux jouer sur les réglages comme tu veux. C'est beau, c'est sûr, c'est en carbone. C'est en acier udi. C'est-à-dire que ces cardans sont élastiques. Bon, à certains points, hein. C'est-à-dire en fait, ils se plient et reviennent. Ça évite le voilage, tout simplement, ou sur les chocs ou autres. C'est très résistant puisque ça peut encaisser des torsions. C'est super. Sur cette voiture, pour une fois, effectivement, sortie du carton, tu as un engin RC qui a très peu de plastique. On a des triangles en plastique, parce que c'est très important d'avoir une pièce fusible et flex. Évidemment les biellettes, parce que c'est ce qui tient le mieux. Il existe des biellettes en alu avec un insert en bronze, avec des vis pour maintenir le tout sur un machin, mais ferraille sur ferraille ça s'use, ça brinque-balle, ça va pas bien. Le plastique reste le meilleur moyen de monter une chape et une biellette ensemble. C'est clair, chape, rotule, biellette, ça marche le mieux en plastoc. Tout le reste de la machine n'est qu'alu et carbone. Alu 70-75 sur les rotules, sur les cavaliers de suspension, sur plein de choses. Mais, grosse déception, le châssis 60-61. Ça suffit. On l'a vu sur la GTB LVB que j'avais, la Serpent LVB 811 LVB que j'avais. Ce châssis est vraiment super. On l'a vu aussi sur le Serpent MTE. Ce châssis est vraiment très résistant. Mais à ce tarif, vu tout l'équipement de la machine, on aurait bien aimé aussi finir par le châssis de la même couleur que les biellettes en 70-75 T6. Ça aurait été vraiment super méga sympa. Évidemment, on a un support moteur sur un slide. C'est funky parce que le support est noir, mais le patin moteur est suis récupéré sur les autres kits l'argenté. Pourquoi? On ne sait pas. C'est assez bizarre. On a une couleur là, on a une couleur là, on a une couleur là, on a une couleur ici, et tu vois, une couleur sur les amortos, une couleur sur les triangles. Il n'y a pas vraiment de recherche à ce niveau-là, parce qu'on te parle quand même d'une machine super esthétique, super bien pensée, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Je suis très critique parce que c'est une machine très chère. C'est clair. La personne qui a monté le kit a laissé quelques traces de clés sur les pièces aussi, ça c'est dommage, ça se voit très vite en fait. J'en veux pas à la personne qui a monté le kit, mais c'est juste pour dire qu'on a très vite des traces dessus. Donc pour ça, pour les amoureux de ça, il est important de prendre des clés en alu et pas en ferraille pour faire ce genre de choses. Il existe des petits sets complets de clés en alu pour faire ça. Ça évite de mater la pièce tout simplement. On a toutes les cales de train donc, qui sont en alu, usiné noir, avec un petit rebord brut. C'est très beau. Ils n'ont pas fait la même chose sur le support moteur, on ne comprend pas pourquoi. Tu vois, tu as deux couleurs différentes, si tu le vois. Tu vois. On aurait bien aimé cette même finition sur les pièces aussi là. On a donc le deuxième palier de l'arbre rigide central, il n'y a pas de diff là-dedans. En alu, on a la jonction entre les trains qui sont en alu, puisque les bulkheads entiers sont en alu. Cette voiture a une particularité pour une GT brushless. On a l'habitude de voir ça sur les véhicules à courroie. On a les diffs qui sont à l'extérieur, sortis des bulkheads. Ils sont ouverts. Donc quand tu avances ici, c'est sûr, là, si jamais tu as un gravier qui tombe là-dessus, tu vois, il est éjecté par l'avant. Mais les risques de prendre un gravier par l'avant sont rares. Par contre, à l'arrière, il tourne vers le bas. Même si la piste est propre, si tu as le moins de déchets qui rentrent là-dedans, tu peux perdre ta course à cause de ça, et ça me laisse un peu perplexe. Évidemment que les véhicules à courant, on l'a vu, on n'avait pas trop de soucis avec ce genre de choses, mais avec les véhicules à courant, on n'a pas de portée conique, les mecs, tout simplement.
tu as la courroie qui claque un coup sur le passage du diff, mais la courroie est large. Le gravier passe dedans, ça va bien. Donc moi, je vais faire une petite protection ici, en lexant quand même, hein, parce que j'ai pas envie de prendre ce risque. Ça, c'est certain. Donc les bulkheads complètement en alu, les barres stables montées sur roulement, les amortos, ben c'est Serpent, hein, il n'y a rien à leur apprendre niveau suspension, ils maîtrisent la situation. J'aurais bien aimé avoir des amortos avec des purgeurs. Ça aurait été sympa. Le travail du carbone, évidemment, est bien fait. J'aurais aimé des petits chanfreins en plus sur les côtés encore. On a les deux tourelles full carbone. Le gros pare-choc évidemment à l'avant, qui est relié par contre directement sur la platine ici, sur le bulkhead. Donc les chocs avant vont taper là-dedans, ça va se déformer. Bon, lui il encaissera sans problème, je ne suis pas inquiet s'il devait y avoir choc, mais c'est pas le genre d'engin spécialement où tu vas aller te cartonner. C'est clair. La personne qui a monté le kit aussi a de toute évidence loupé le machin pour monter les soufflets. Les soufflets se baladent tous dessus. Donc là, en fait, il faut redémonter les cardans. Ça va vite, hein. Évidemment. Tu sépares tes biellettes, tu enlèves ta roue, tu enlèves ton hexagone. Je vais ressortir les cardans. Il faut enlever la bague qui est autour de la fusée. Il faut glisser le soufflet dessus et remettre la fusée dessus. Je ne suis pas fan de ce système de soufflet. Généralement, ces soufflets, surtout les RTR, sont fragiles, hein. On a eu plusieurs, on a essayé plusieurs marques qui avaient ces soufflets Hot Bodies, S-Works et d'autres. Ils n'ont jamais vraiment tenu bien longtemps. Encore sur piste, t'as pas trop de déchets, ça peut aller plus longtemps, mais sur les tout-terrains, vraiment, c'est trop fragile. Il faudrait vraiment que ces soufflets soient bien plus solides sur beaucoup de marques. Serpent aime bien avoir une spool au centre, les gens qui font de la piste pure et dure aussi, parce que tu as une traction permanente des 4 roues brutale tout de suite, évidemment, ça se ressent dans ton virage. Quand tu vas lâcher les gaz, tu as ton train arrière, tu vas toujours avoir essayé tendance de te dépasser sans arrêt. Donc moi je me pose la question, vous l'avez vu sur la 811 LVB que j'avais, j'ai mis un diff central LOSI LSD et c'était magique. On avait la même réaction à l'accélération euh, qu'un arbre rigide, mais quand on lâchait les gaz, le véhicule était d'une maniabilité extrême. Et d'ailleurs, la personne qui l'a acheté est conquis et ravi et s'éclate avec cette machine, et ça me fait plaisir à entendre. L'autre truc qui me plaît là-dessus, c'est que Serpent a mis des gros roulements. Parce que c'est la mode en ce moment, en compétition, machin, on met des micro-roulements partout. Évidemment, c'est pas des roulements étanches. Hein, ils ont mis des roulements ZZ, là, je vois sur la paroi. Je sais pas ce qu'il y en a fusé puisque j'ai pas monté le kit. On découvrira ça quand je démontrerai certains des éléments présents. Ça a été ajouté par la personne qui a monté le kit. J'aime bien. C'est le petit détail en plus. Et par rapport à l'idée que j'ai eue sur la carrosserie, vous allez voir, ça va très bien aller ensemble. Pour l'instant, je ne peux pas, comme dit, vous en dire plus sur la machine, puisque je ne l'ai pas démonté plus que ça, je ne l'ai pas encore roulé. J'avais la 811, une tuerie, super efficace, donc je ne suis pas inquiet au sujet de ce véhicule-là, ça sera pareil. Serpent ne sont ni les premiers ni les seuls à faire ça sur une rallye game à transmission par cardan. Ils n'ont pas innové, c'est Hongnor. Hongnor qui fait la X3 Sabre GT depuis longtemps. Elle existe depuis plusieurs années, cette X3 Sabre. Véhicule très efficace, c'est sûr. Revendu et rebadgé par IGT. 40% plus cher, le modèle de base. Hein. C'est-à-dire que tu peux acheter la même voiture chez Hongnor que chez IGT. 2-3 petites modifs. Mais elle vaut juste 200 balles de plus parce que c'est IGT. Après, tu peux mettre toutes les options IGT, dont les compétiteurs raffolent parce que ça donne une machine magnifique qui a quasiment plus de plastique, puisqu'ils sont allergiques au plastique, on ne sait pas pourquoi, parce qu'à part faire des briques roulantes avec de l'alu, il ne va rien se passer, les mecs. Hein. Et que si tu prends une Obao, même si ça ne vous plaît pas, à 270 € avec les mêmes réglages et la même prépa, avec la pauvre petite Obao VT, tu roules exactement comme eux. Il n'y a pas de mystère. Pourquoi alors ils roulent pas en compète? Parce que Obao ne sponsorise pas les gens, tout simplement. Il n'y a pas de boutique qui sponsorise les gens pour rouler sur ces marques-là. Parce qu'ils sont dédiés au loisir et à une grande distribution. Tout simplement.
Mais je suis sûr que certains grands champions, on pourrait les équiper avec de la Obao ou de la Hongnor, ça ferait mal. Et Hongnor fait un kit de conversion. Donc tu peux acheter la X3 sabre et tu as un kit complet avec les bulkheads de cette même façon-là. Et je ne sais pas ce qui se prépare chez... ouais, je pense, je papote, on enlève les excédents de colle qu'il y avait sur les pneus. Obao est rebadgé aussi chez BMT, puisqu'on parle de véhicules avec les bulkheads ouverts et les diffs apparents. BMT qui font des engins de piste mortels en nitro. Souvenez-vous, j'avais ma BMT 081 qui était passée en brushless. Geronimo avait fait une 811 en brushless. Et ils ont rebadgé les Obao Hyper VT. Et il est possible que là-bas aussi, il existe ce kit de bulkhead alu à monter dessus. Alors, qu'est-ce que ça apporte? C'est plus lourd qu'un bulkhead en plastique. C'est pas plus fiable. On a vu que les bulkheads plastiques n'avaient aucun problème. Ça apporte un meilleur refroidissement au niveau des diffs, ce qui me fait sourire puisque les compétitions durent 10 minutes. Et que jusqu'à présent, on a rarement cuit un diff, même dans un bulkhead, même en roulant plus que 10 minutes. Et nous, en plus, on roule en vitesse. Et ouais. Voilà. Mais ça apporte aussi autre chose, c'est qu'on peut changer, par exemple, la hauteur du diff dans les bulkheads. Et là, il y a un truc qui m'intrigue sur cette machine. Je verrai ça avec la notice. La notice est réglée, envoyée sur une petite clé USB que j'ai reçue bien sûr avec, de Pierre-Yves. Le diff ici est très loin du châssis. On a une empreinte dans le châssis pour laisser passer la couronne de diff. On est 1 cm au-dessus. Et c'est étrange. Et on a des cales ovaloïdes ou ovoïdes ici, à l'intérieur du bulkhead. C'est-à-dire que le trou de roulement n'est pas au milieu de la cale. Il est à un endroit de la cale, ce qui fait qu'on peut mettre le diff en haut ou on peut mettre le diff en bas. Et c'est très étrange que ces diffs soient aussi hauts. On a ici écrit HL. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser plutôt à l'allemand. Hinten links. Là aussi, HL. Et là aussi. Donc effectivement, il doit y avoir un moyen de descendre les diffs pour descendre évidemment le centre de gravité, et surtout des masses en rotation. Et l'influence de ce réglage, je ne saurais vous en parler puisque je ne me suis jamais penché sur le sujet, ne faisant pas de la piste poussée. Par contre, je pense que Renault Savoyard doit pouvoir nous expliquer la raison du pourquoi, du comment de ce truc-là. Et l'autre chose que je me dis, c'est si on descend le diff, est-ce que le pignon d'attaque sera toujours au bon endroit? C'est là que je pense pas. Donc je pense qu'on ne peut pas descendre ces diffs. J'aurais pu lire la notice, j'aurais pu me renseigner, ou faire un tuto super pro de la top classe je maîtrise et vous rien, parce que les pros savent tout et les amateurs ne savent rien. Non, moi j'aime bien qu'on fasse, j'aime bien qu'on réfléchisse ensemble, j'aime bien avoir vos avis, ça compte. Contrairement à ce que beaucoup croient, j'écoute. Je continue à lire tous les commentaires de la chaîne, et croyez-moi, ça prend du temps. Position des suspensions, là, Serpent est passé dans l'over mega kill couché. C'est une mode qui a été lancée par d'autres constructeurs et c'est très très marqué aussi chez Mugen. On n'a pas encore de MBX8 ou MBGT8 ou ce que tu veux sur le marché parce que la 7 est tout simplement super méga efficace depuis le temps qu'elle est dehors. Elle ne nécessite pas de remplacement. Eux, ils ont aussi ces amortos super couchés. Donc Serpent, c'était pas encore le cas sur la 811, mais ils l'ont fait aussi. Là aussi, une fois de plus, tu rajoutes du poids. Tu rajoutes une pièce en alu, tu rajoutes du poids. Les portes fusées arrière sont en alu. Il y a des cales en plastique dedans, des inserts pour les réglages, donc pour le carrossage, pincement, etc. Tu peux tout régler sur le train arrière comme sur le train avant là-dessus. Évidemment là, il faut mesurer, il faut être symétrique quand même un minimum. Vous en faites pas que je vais quand même me la régler comme ça pour aller rouler, vous allez voir, ça va bien se passer. À l'avant, c'est pareil, regarde. Touti aluminium. Allez, je t'enlève une roue, viens. Hop. Je vois bien que tu baves là-bas et que tu veux voir ce qu'il y a derrière la roue.
Voilà. Regarde. Chape ou porte-moyeu? Porte-fusée ou moyeu? Hexagone de roue, et dans l'hexagone, jusqu'à ce qu'il y ait de ce côté-là, ça s'appelle la fusée. Voilà, comme ça, on a plusieurs termes techniques pour ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a sûrement encore d'autres moyens de l'exprimer, c'est pas important tant qu'on sait de quoi on parle. Ça, c'est le truc qui emmène la roue, ça, c'est le truc qui porte le machin qui emmène la roue, et ça, c'est le truc qui porte le machin qui emmène la roue en portant le truc. Donc, aluminium, en morceau forcément aluminium, carbone, c'est beau. Est-ce que c'est vraiment plus efficace qu'un véhicule full plastique? Moi, je dis clairement non. Pour avoir roulé, comme dit, une GTB ou une GTS, je mets de l'huile dure dans les suspensions, des ressorts bien durs, même réglage, même équilibrage des masses dans le véhicule, égale même perf. Ça sera peut-être plus précis, vraiment pour les gens très 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 pointus. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein, on va dire, c'est vraiment l'élite, pas ceux qui se prennent pour l'élite, hein, qui sont sur le circuit à vanter leurs trucs, et il faut faire ci, il faut faire ça, mais vraiment les pilotes de pointe. Back lipo. Ça, c'est là où Serpent est le plus minimaliste du monde. On a deux attaches en plastique ridicules avec le velcro au-dessus, ça fait le taf, c'est prévu en compétition. Ils ont pris la sale manie de rouler avec des moteurs de 68 mm et de l'Hypo 2S. C'est prévu, tu vois, tu as plusieurs perçages dans le châssis parce que maintenant on a des shorties de très grande capacité, donc des batteries beaucoup plus petites que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et là évidemment, ça c'est intéressant pour les compétiteurs puisque tu peux, avec une shorty, déplacer ta masse. Si tu prends une batterie standard, ici elle va remplir tout le truc. Si tu prends une shorty, tu vas être aux 2/3, tu pourras la reculer pour avoir plus de masse à l'arrière, tu pourras l'avancer un max pour avoir plus de masse en avant. Vraiment, donc très facile de gérer l'équilibre du véhicule. On peut là-dedans rentrer un moteur de 74, mais attention, 74 c'est juste, et ça dépend des moteurs. Il y en a qui font 74.5, il y en a qui font jusqu'à 75. Et si tu veux monter un moteur de 74 avec un capteur, là ça devient compliqué selon où sort le capteur. Si tu as un capteur en haut avec tes câbles, ça va, puisque tu peux mettre tes câbles sur le côté, capteur sorti sur le côté. Si c'est à l'opposé, ça devient chaud. Ça devient chaud. Vous verrez ça au moment de la préparation du véhicule. Parce que là, évidemment, je vais ouvrir, je vais voir cette histoire de diff. Pourquoi ils sont aussi hauts, ces diffs. Ça me paraît étrange. Mais ouais, tu vois, bien les cardans remontent ici hein, pour arriver en haut, alors que tout ça pourrait être plus bas. C'est assez étrange. Vu qu'on parle toujours de centre de gravité super bas, d'avoir monté ces diffs aussi haut, ça me paraît bizarre. Après, ils l'ont peut-être fait justement pour éviter le problème des débris, pour pas être à ras du châssis. On a aussi une méga grosse découpe là-dedans, c'est pareil, hein, ça ventile, ça permet aux débris de ressortir et de rentrer à leur guise. Ce qui pose du coup rarement des problèmes. Ceux qui ont cette machine et qui maîtrisent le sujet, merci évidemment de commenter sous la vidéo, je veux vos avis, ce que vous avez fait comme réglage, ce que vous déconseillez, ce que vous conseillez, ce que vous avez testé, ce que vous n'avez pas testé, pourquoi vous avez testé, pourquoi vous n'avez pas testé. Les mecs, je veux tout savoir. Pointure de chaussures, etc. etc. Les huiles que vous avez mis dans la suspecte, tout. Est-ce que vous avez suivi scrupuleusement ce qu'il y a dans le kit? Est-ce que vous n'avez pas suivi scrupuleusement ce qu'il y a dans le kit? Là, on est dans un domaine totalement différent du loisir. Parce que bon, niveau budget, là, t'exploses le compteur. 700 balles le châssis à poil, tu vas mettre un Castle Monster X là-dedans à 300 €. Une radio de Maboul à 300 €, un cerveau à 150 €. Pour 1005, moi je roule en 1/5. 12S. Ouais. Et c'est un projet qui arrive, je vais vous le montrer. Pour 1500 €, je vais vous faire une piste 12S qui sera priez qu'elle soit disponible si elle vous plaît. Bon, d'un autre côté, si elle me plaît, je la garde. Vous pourrez vous battre pour le camtar. N'est-ce pas?
C'est vrai que ça fait déjà, ça fait quoi, 1 an ou plus que j'ai le Camtar. Maintenant, ouais, ce serait peut-être bien de changer, Mani, hein, juste pour dire changer. Mais ça, c'est l'avantage du 1.5, c'est que ça tient des plombes et des plombes et des plombes. Et t'as pas besoin de changer de roulement, ni d'entretien, ni de machin. Mais après, il faut les trimballer. Il y a le budget pour les faire rouler. Mais comme dit, quand tu compares les budgets, après, on peut pas comparer les performances, c'est sûr. Une 1/5e piste en 12S ne pourra jamais marcher comme ça marche en 4S. Ça c'est clair. Niveau maniabilité, niveau perf, encore on pourrait l'aligner, surtout sur 10 minutes. Mais le reste, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je pourrais aussi fourrer le Torsen de chez Obao. Ça, c'est ce qui me plaît énormément chez Obao, c'est cette histoire de Torsen. Serpent, là c'est pareil, on a une caisse à 700 balles. Il n'y a aucune option prévue au niveau des diffs pour faire de l'auto-bloquant. C'est quelque chose que je préfère chez X-Ray. Chez X-Ray, ils ont prévu l'option avec, comme chez Lozi, le LSD par exemple, mais Lozi ne fait pas de piste. On aimerait bien voir une Lozi X piste. C'est pas un kit de conversion. Pas un kit de conversion parce que passer un buggy en piste, ça donne jamais une vraie piste. Ça se comporte quand même différemment. Tu n'arrives pas vraiment à aligner les performances et la sensation de tenue de route, etc., etc. Donc ce serait vachement sympa. Après, j'ai besoin de savoir aussi de vous, de la part des compétiteurs, les mecs. Est-ce que vous avez le droit en compétition de monter des torsem, des tractiles, des tactiles, des... Tu vois, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas en compète? Et ensuite, j'aimerais savoir de la fédération, quelle est cette étrange loi qui empêche de faire un véhicule de compétition noir? Pourquoi je ne peux pas avoir une carrosserie noire sur un circuit de compète? Parce qu'au milieu du jaune, du bleu, du blanc fluo et compagnie, je sais bien que le blanc fluo ça n'existe pas, c'est un calembour les mecs, une voiture noire se voit très bien. J'ai aucun problème à piloter une voiture noire sur le circuit du MVHS qui est pourtant énorme. Donc ça ne me pose pas de souci. Évidemment 4S en compète suffit, la plupart des circuits ne sont pas assez grands aussi pour exploiter des nouvelles puissances. Donc on peut se permettre, parce que les moteurs sont plus performants, de passer sur des moteurs plus petits, plus légers, des batteries plus petites, plus légères. Et on a les mêmes performances qu'il y a une dizaine d'années, on avait en 6S. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais tout comme en F1, moi je trouve que ce serait plus intéressant aussi de faire une catégorie donc réglementée 4S, machin, bidule, pour les pointueux, et ensuite de faire une catégorie, bien sûr ça existe en amical et en machin, mais de faire vraiment des compétitions 6S pour faire avancer le schmilblick sur la puissance, la vitesse des véhicules, et les choses démentielles qu'on peut faire, parce que si tu regardes une 1/10 en 2S, tu te rends malade. On n'arrive pas encore à le faire en 1.8, ce que les petits hauts nous font, enfin les petits hauts, c'est pas les petits hauts, hein, hein. Mais je veux dire, enfin c'est souvent des jeunes qui pilotent parce que ça va trop vite pour nous les vieux. Après nous on sort des histoires, ouais le 1.8 c'est l'échelle pour les hommes et tout, le 1.10 c'est pour faire mumuse, mais en fait quand tu vois les gens qui roulent en 1.10, en 2S, les pneus mousse traités au paragon, les machines sont collées par terre, c'est délirant. Mini Z, pareil. Mini Z en 7 à 9000 kV. J'ai vu des moteurs de Mini Z de 12 à 13 000 kV maintenant en 2S. Pouf, ta Mini Z, tu ne la vois plus. C'est un trait. Il n'y a plus qu'un trait sur le circuit. Et le pire dans le domaine, c'est les circuits Carrera. Tu vois les compétitions de circuits Carrera. Alors, je ne sais pas ce qu'ils recherchent, hein, parce que moi, je ne vois pas le truc. D'être sur un rail, tu fais gaz, pas gaz, pour pas te casser la figure dans le virage. Bien sûr, il faut le faire. Je n'y arriverai pas, ça c'est certain. Mais quand tu vois les compètes de ces trucs-là, tu es devant la vidéo et tu te dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Où sont les voitures? Et en fait, c'est le trait lumineux que tu as au milieu. Il y a chacun sa couleur. Tu as un trait vert, un trait rouge, un trait blanc. Et tu vois les pilotes qui font ça. Et c'est pas une bande enregistrée qui tourne en boucle avec une image ratée. Hein. Non, 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 c'est les mecs qui font vraiment 2-3 minutes de compète à ce niveau-là. C'est fou, c'est complètement fou. Et cette SRX8, donc avec ce châssis qui me déçoit un petit peu, je dois le dire, a aussi une forme particulière à l'avant. On n'a pas un kick-up, mais on a un nez qui est remonté et ensuite on redescend dessus. Est-ce que ça sert à engouffrer le vent? Quelqu'un m'a dit une fois, en piste aussi, on roule très bas pour avoir l'effet de sol. On n'a pas d'effet de sol. On ne peut pas avoir d'effet de sol avec un châssis qui est plus étroit que la carrosserie. La carreau est là, donc le vent s'engouffre dans la carreau, donc ton effet de sol, il n'y a rien du tout. Il y a un gros trou là, le diffuseur plus esthétique et protection arrière que vraiment efficace, franchement je pense. Hein, ça ferait vraiment longtemps. On Nord aussi. Hein. On Nord,
fait des diffuseurs sur ces GT depuis pas la DM1, la GTP1. Ça fait 12 ans, si pas plus, que Hongnor fait des diffuseurs à l'arrière, rebadgé par Rofna aussi. C'est là qu'on a vu ces diffuseurs, c'est là que je les ai piqués partout pour mettre sur mes GTB, avec mes carreaux de short curse. Et ouais Donc c'est pas une nouveauté. Efficace ou pas, comme dit, on peut en débattre. Comme c'est fait, je pense ça sert plus d'aileron arrière que de diffuseur arrière. Si tu regardes, sur le dessous c'est tout lisse. Donc tout l'air qui est engouffré là-dedans va aller taper là-dessus. Tu vois. En compète aussi souvent on voit les arrières des carreaux découpés parce que justement tout ce qui rentre en air peut sortir, sinon tu as un effet de parachute de la carrosserie fatalement. Là aussi il y a ce sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas. Est-ce que vous avez le droit de découper, vous n'avez pas le droit, on veut savoir, on veut savoir. On est curieux. Et donc, depuis avant, je joue avec ceci parce que RC by Jérôme, j'aimerais, mon copain, je vais te confier cette RCX8 si tu acceptes la mission. Elle ne s'autodétruira pas parce que sinon, on va pas pouvoir rouler bien avec. Tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Châssis carbone sur la SRX8 GT. Évidemment, tu as cette forme de châssis devant spécifique. C'est pas un problème. On va faire très simple. On va laisser, nous, le châssis droit, tu vois. Et on va mettre des cales sous le châssis ici, aussi en carbone. Des vis évidemment plus longues, puisqu'elles partiront de là. Hein. Traverser la cale et aller refixer donc le bulkhead sur le châssis carbone. Du coup, le nez de la machine, ici, l'aileron, le pare-choc avant, sera fixé plus bas. Bon, est-ce que ça va vraiment jouer? Regarde, je te le montre. Le châssis va être là, regarde, par rapport au niveau des roues. Sachant que moi, évidemment, je ne pense évidemment pas, vous me connaissez, je n'aime pas rouler mes châssis à ras du sol et aller raboter mes châssis jusqu'à ce qu'ils soient morts. Surtout pas si Jérôme me fait un châssis carbone. Je vais très certainement remonter le véhicule. C'est un fou, il va faire une voiture de rallye avec une piste, c'est pas normal, il faut l'arrêter. Accroche-toi, parce que tu n'y arriveras pas. Tu ne m'arrêteras pas, je vais le faire. Moi, je vais faire un rally game avec cette GT. Je sais pas si je suis pas fan de GT tout simplement. Après, je l'ai payé, c'est à moi, je fais ce que je veux. Et puis j'ai envie d'en voir baliser certains. Juste par le principe, parce que il y a des gens pour qui une GT doit faire ça, une rallye doit faire ça, un buggy doit faire ça, un trucky doit faire ça, un monster truck doit faire ça. Ben non, tu peux faire des speedruns avec un monster truck, tu peux, mais c'est vrai que ça s'est rarement vu. Hein. Pour l'instant, j'ai vu un gars avec une X01 faire un saut de ma boule sur une rampe avec une X01, mais à la base c'est un slash la X01, ça va, hein, c'est que du Traxxas aussi. C'est sûr que là, la SRX8, ouais, je vais pas l'envoyer sur les rampes, pas tout de suite. Enfin, pas tant qu'elle est entière. Après, si je me ramasse la frimousse parce que je sais pas rouler et que j'emmène un potal, ouais. Après, une fois qu'elle sera abîmée, c'est pas exclu que, pour énerver la foule, non, je plaisante, je ne la casserai pas, je n'irai pas la balancer à 120 sur les rampes. Donc c'est vrai, si tu veux faire un concours sur longueur, vous l'avez vu avec le shrapnel, on était à 108 km/h, il y a moyen de monter 120-130 pour faire vraiment un saut démentiel. De l'herbe partie sur la rampe, atterri on ne sait pas où, on ne sait jamais où ça arrive. Et, mais c'est vrai que si on va sur un bout de route, avec une GT, ça, honnêtement, je n'aurais. C'est un fait. J'ai aucun souci pour te faire monter ça à 160 ou plus. Qu'est-ce que ça ferait ça à 160 sur une rampe? Question que je me pose depuis longtemps. Ce serait peut-être plus sympa de le faire avec un shrapnel, je l'avoue, c'est vrai. On prend un vieux châssis pourri, même pas besoin de suspension, hein. On met 4 tiges filetées pour relier les suspects, histoire juste d'être posé par terre, et on balance avec un vieux moteur et un variateur Gould. On prend un variateur Gould RC,
On lui met quelques condensateurs, on met des vieilles lipos, on prévoit l'extincteur et on pourrait balancer une machine à 150-200 à l'heure sur la rampe. Évidemment, le problème de la carreau GT en l'air, c'est l'effet parachute, donc on mettra une carreau de buggy. Tu vois, là, si tu mets une carreau de buggy là-dessus, ça sera super effilé, tu vois. Ça va lui donner un look Formule 1. Hop, tu vois. Tu mets ça, tu mets l'aileron, t'enlèves tout ce qui sert à rien niveau masse. Hein, parce qu'une GT, c'est plus lourd qu'un buggy, il faut le dire. Hein. Et jusqu'où ça irait à 200 à l'heure sur une rampe? On pourrait commencer par une rampe en longueur. Bon, tu ne verras peut-être pas, mais si tu survis, après on pourrait attaquer la vraie rampe, tu vois. Support cerveau à lui aussi. Je tiens à préciser, j'ai oublié de le dire. Donc là, ça ne bougera pas d'un pet, c'est certain. Et là, il y en a qui se demandent, ouais, je sais, je vous ai perdu un petit peu parce que je délire. Je suis de bonne humeur en ce moment. Je suis toujours de bonne humeur, c'est vrai. Souvent, j'essaie de rester sérieux, de machin, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Le Vario se met là. Collé ici, il dépasse et, comme sur beaucoup de GT, il prend tout dans la tronche que balance la roue. Quand tu roules à 100 à l'heure, les caillasses vont aller défoncer ton variateur. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Honnêtement, point de vue emplacement et machin, protection zéro. Évidemment, protection zéro parce que maximum d'air qui passe pour le refroidir. Mais ce serait prudent, m'est avis, que ce serait vraiment prudent de poser ici une protection. Sur circuit, comme dit, nettoyer, tu vois, en compète, ok. Pour l'utilisateur loisir, même s'il veut que se faire plaisir à rouler une caisse parce qu'elle est juste, franchement, cette caisse, on va pas se leurrer. Je ne l'ai pas pris parce qu'elle est efficace, je ne l'ai pas pris parce que je suis un super pilote, je l'ai pris parce que c'est beau. Oh. C'est juste beau, c'est tout. Ça me plaît. J'ai envie la en main, je l'ai en main. Grâce à Pierre-Yves, merci tonton Pierre-Yves. Voilà. Évidemment, vous le savez, ça m'a démangé 1400 kV 8S, parce que tu rentres de 2 x 4S standard là-dedans, sans déconner. Hein? Regarde, ça rentre tranquille, une bashing 4S. Hein? Mais après, pourquoi s'arrêter à 4S? Mon moteur 1400 kV, d'après les calculs et d'après le constructeur, peut prendre plus. Et je dois dire que si c'est standard VS Line, ça rentre aussi. Voilà. Ça rentre aussi. 1200-1300 kV, 12S. Pas pour rouler à 200, toujours dans la même optique. Beaucoup de voltage, pas beaucoup d'ampères, tout simplement. Ce qui permet... Et non, je ne suis pas en train de dire que les gens intelligents l'ont molle. Et moi, du coup, par contre... Ça y est, on déraille, on mettra moins de 16 ans, attention au Peggy 18. C'est un autre avantage de ne pas être malin. Et ouais, comme je dis toujours, hein, dans toute mauvaise chose, il y a du bien. Ou l'inverse. Et tu vois, on aurait une consommation ridicule. Déjà là, si je te mets un 1400 kV en 8S, consommation, t'es prêt? 78 ampères. En pointe. En pointe. Donc le moteur tranquille, l'hélipo super tranquille. Évidemment, on a plus de masse à transporter. On sera à 800 grammes de lipo, alors qu'avec 2x2S saddle pack, on serait à 400. Voilà. Donc 400 grammes de moins sur le poids du véhicule total. Sur une GT, ça fait beaucoup quand même. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux rouler en 2x4, 2x4S avec une grosse capa pour pouvoir faire les 10-15 minutes à fond en roulant avec des vitesses de pointe 110-120, tirer fort sur le matos, tout faire chauffer, mais pas longtemps, ou mettre 8S, rouler 20 minutes avec les mêmes perfs, sachant qu'on est plus lourd, on va faire souffrir plus les roulements, les pneumatiques. Est-ce que le pilote va réussir à se concentrer plus de 10 minutes s'il faut faire des manches de 20 ou 30? Tu vois. Ça, c'est aussi des choses qui seraient sympas à voir en compète. Je sais qu'il existe des trucs d'endurance, mais genre, on change les packs. Mais là, c'est parti avec des moteurs de 68, du 4S, tout super léger, pour faire des manches de 10 minutes à un rythme délirant.
Pourquoi ne pas faire des manches plus enduro, c'est-à-dire de 20-30 minutes, avec un pack aussi seulement. Mais pareil, avec des performances correctes, hein, c'est sûr. Tu vas pas rester à 50 à l'heure, là c'est sûr que tu vas réussir à tourner 30-40 minutes, hein, mais toujours, tu vois, en ayant les mêmes Vmax en fait. En alignant un 110-120 sur les lignes droites, les mecs, de faire des manches de 20-30 minutes avec du matériel un peu différent. Ce serait sympa aussi. Enfin, moi j'aimerais voir ça, personnellement. Là aussi je veux votre avis. Et là maintenant je vais y aller, je vais arrêter de parler, je vais aller me chercher un café parce que la gorge qui rate à force de causer. Évidemment, comme toujours, on a fait une vidéo avant ça, on a parlé d'un tas de choses et j'avais dit que je ferais l'unboxing et je parle de la SRX8. On va attaquer l'unboxing après. Il y a aussi beaucoup d'Allemands et d'Anglais qui m'ont demandé de faire un effort, de refaire plus d'Allemands et d'Anglais. C'est vrai que je les ai un peu laissés tomber parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme dit, j'ai encore d'autres choses sur le feu à côté. Donc, mais je vais, il faut que je le fasse. Parce qu'ils sont là, ils sont abonnés, ils nous suivent, ils nous aident tous aussi. Puisque malgré qu'ils ne comprennent pas les vidéos, ils sont en train de regarder. Et les sous-titres, si certains d'entre vous comprennent l'allemand et l'anglais, mettez les sous-titres en allemand et en anglais. Vous allez vous marrer. Parce que comme je parle un drôle de français avec un drôle d'accent, les traductions en dessous, des fois c'est de la cuisine, des fois c'est autre chose, on ne sait pas trop. Salut les mecs, et Jérôme, elle va aller chez toi. Je ne l'ai pas encore demandé, mais t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix, je t'explique. Je suis fort, tu es faible, je suis grand, tu es petit, j'ai raison et tu as tort. Salut.